Bonjour, les autistes sont violents et ce sont des caprices. Ces mots, ce ne sont pas juste des mots. Pour beaucoup de parents, ce sont des murs contre lesquels ils se heurtent chaque jour. Ce sont les mots du jugement des autres et parfois, dans les moments les plus sombres, les mots de leur propre désespoir. Alors, avant d'aller plus loin, je veux être d'une clarté absolue. Ces phrases sont un mythe profondément injuste. Laissez-moi d'abord vous parler du premier mot, la violence. La violence, je l'ai vécue, pas dans un livre, pas dans un reportage, dans ma chair. Mon fils, que j'aime plus que tout au monde, a eu des comportements de ce type jusqu'à ses 22 ans. Je ne parle pas de petite crise, hein. Je parle d'explosion d'une force que peu de gens peuvent imaginer. La dernière fois, d'ailleurs, j'ai eu 2 côtes fracturées. Alors, quand je vous dis que ce mot violence est une erreur, je sais de quoi je parle. Parce que même dans ces moments-là, je n'ai jamais vu une intention de nuire. Jamais. Ce que je voyais, c'était un être humain submergé par une vague si puissante qu'il se débattait pour ne pas se noyer. Appelons-le par son vrai nom, un débordement. C'est un barrage qui cède. La personne qui le subit en est la première victime. Maintenant, parlons du second mot, le caprice. Celui-là est plus insidieux. Il ne fait pas forcément de bruit. Il ne casse rien, mais il épuise, il draine. C'est la guerre des tranchées du quotidien. Le refus de s'habiller, de manger, de sortir. Qu'est-ce qu'un caprice dans l'inconscient collectif? C'est une volonté intentionnelle, une stratégie de manipulation. L'enfant veut quelque chose, il teste les limites pour l'obtenir. C'est une bataille de pouvoir. Je vous le demande, oubliez ça. Dans le monde de l'autisme, ce scénario est une fiction. Ce que vous percevez comme un caprice, c'est en réalité un veto du système nerveux. C'est pas un je ne veux pas, c'est un je ne peux plus. Laissez-moi vous donner des exemples concrets. Le matin, il refuse de mettre ses chaussures. Vous y voyez une opposition, mais en réalité, la couture à l'intérieur de son vêtement est peut-être pour son système sensoriel l'équivalent d'une torture. Son refus obstiné n'est pas un caprice, c'est un acte de légitime défense. À table, il refuse de manger ce plat. Vous y voyez un caprice de petit difficile, mais en réalité, son système digestif est peut-être si enflammé que chaque bouchée est une douleur. C'est pas un caprice, c'est son corps qui hurle stop. Le caprice est une erreur de traduction. C'est l'étiquette confortable que l'on met sur un message de détresse que l'on ne sait pas lire. C'est le petit frère silencieux du débordement. Le débordement, c'est le barrage qui explose. Le caprice, c'est le mur qui se fissure. Le signe avant-coureur que la rupture est imminente. Et c'est pour ça que je suis là. Parce que j'ai vécu les deux, le débordement et le caprice. Et j'ai appris qu'ils venaient du même endroit, d'un état de surcharge intolérable. Ma mission n'est pas de vous apprendre à colmater les fissures. Ma mission est de vous apprendre à lire le niveau de l'eau pour que le barrage ne soit jamais plein. Ma mission est de vous aider à rendre le débordement et le caprice inutiles pour pouvoir enfin vous concentrer sur le seul projet qui vaille, construire aujourd'hui l'autonomie et le bien-être de demain. Et pour cela, il faut comprendre que cette surcharge est unique à chaque personne. Il y a autant de formes d'autisme que de personnes autistes. Pour certains, la surcharge mènera à une explosion. Pour d'autres, à une résistance passive. Et pour beaucoup, à une implosion, le repli, le mutisme. Mais que la souffrance s'exprime par un débordement, un refus obstiné ou un repli silencieux, le résultat est le même. L'être humain est en mode survie. Et un être humain en mode survie n'est pas disponible pour apprendre, pour grandir, pour construire. Chaque journée passée dans cet état est une journée où le chantier de son autonomie est en arrêt.
Et c'est ça le véritable drame que nous allons apprendre à déjouer. Alors, si le combat contre le comportement est une impasse, si courir d'une crise à l'autre nous épuise sans jamais rien résoudre sur le long terme, comment fait-on? On change de terrain de jeu. On arrête de se battre sur le champ de bataille invisible et on enfile la blouse du détective pour aller enquêter sur l'origine du feu. Cet endroit, c'est le corps, et plus précisément le centre de commandement de notre bien-être intérieur, l'axe intestin-cerveau. Construire l'autonomie de votre enfant, c'est comme bâtir une maison. Chaque spécialiste qui intervient est un artisan indispensable. L'orthophoniste est le plombier, l'ergothérapeute est l'électricien, le psychologue fait l'isolation, mais vous avez l'impression que rien ne tient, que les murs se fissurent, que l'électricité saute tout le temps. Vous vous dites, mais pourquoi ça ne marche pas pour nous? Et la réponse est simple, c'est parce que vous essayez de construire cette magnifique maison sur des fondations instables. Vous essayez de bâtir sur un marécage. Le marécage, c'est un système digestif en souffrance. Notre intestin n'est pas juste un tube qui digère, c'est notre deuxième cerveau. Il produit 95% de notre sérotonine, qui est, je vous le rappelle, l'hormone du calme, l'hormone du bonheur. Quand cet intestin est enflammé, il envoie en permanence des signaux de détresse au cerveau. C'est comme si le sous-sol de votre maison était constamment en feu, envoyant des vapeurs toxiques à tous les étages. Le cerveau, recevant ces signaux, se met en état d'alerte maximale. L'anxiété explose. La capacité de régulation émotionnelle s'effondre. Le vase est plein en permanence. Et je vous entends penser, pas l'alimentation, c'est déjà une bataille. Je comprends. Mais ce que je vous propose n'est pas une charge mentale en plus. C'est un raccourci. C'est arrêter de repeindre les murs fissurés et enfin aller couler du béton dans les fondations. Et pour vous expliquer où se trouve ce feu, je ne vais pas vous parler d'un cas d'étude anonyme. Je vais vous parler du test le plus long, le plus difficile et le plus révélateur de toute ma vie, mon propre fils. Pendant 22 ans, l'alimentation de mon fils a été une forteresse, une sélectivité alimentaire si forte que chaque repas était une source de stress immense pour lui, comme pour moi. J'avais tout essayé. J'ai lutté, négocié, supplié. Je me suis fâchée. Je m'épuisais à vouloir enfoncer la porte de sa forteresse. Et puis j'ai compris, grâce à mon parcours, à mes recherches, à de nouveaux merveilleux outils, j'ai compris que le problème n'était pas la porte. Le problème, c'était le marécage sur lequel toute la forteresse était construite. Alors, j'ai changé de stratégie, radicalement. J'ai arrêté de lutter. Mon chantier a cessé d'être son assiette. Mon chantier est devenu son corps. J'ai appliqué tout ce que je vous explique. Le travail sur l'axe intestin-cerveau, l'apaisement de l'inflammation silencieuse. Et là, quelque chose qui relevait pour moi du miracle s'est produit. Une fois que son corps a commencé à s'apaiser, que la guerre à l'intérieur de lui s'est terminée, la peur de la nouveauté a diminué. Il est devenu assez curieux et assez en sécurité pour oser ouvrir la porte au monde extérieur. Il a changé son alimentation lui-même, petit à petit. Et ce qui avait été une véritable bataille pendant plus de 22 ans, ça a été finalement très simple. Cette histoire, c'est pas juste l'histoire de mon fils. C'est la preuve qu'il n'est jamais trop tard. C'est la preuve que la question n'est pas comment forcer le changement, mais comment créer les conditions pour que le changement devienne possible et même facile. C'est pas une question d'âge, c'est une question de méthode, c'est une question de fondation. En s'occupant du marécage, on ne résout pas un problème, on les résout tous à la fois. On crée un état de disponibilité. Et une fois que le terrain est sain, une fois que la maison est stable, le vrai travail de construction peut enfin commencer. Alors, le terrain est assaini, le feu dans le sous-sol est éteint, et il se passe quelque chose de miraculeux. Le silence, le calme, la fin de l'état de guerre permanent. C'est là que notre rôle de parent bascule.
On cesse d'être des pompiers. On enfile le casque de chantier. On devient l'architecte. Les familles que j'accompagne ne me disent pas seulement les crises ont disparu. La phrase magique, c'est les crises ont disparu. Et maintenant, ils nous regardent dans les yeux. Ils progressent enfin chez l'orthophoniste. Il devient autonome. Le silence n'est pas le but. Le silence, c'est l'espace que l'on a créé pour pouvoir bâtir. Et notre travail d'architecte s'adapte à l'âge. Pour un enfant, notre rôle est celui du maître d'œuvre. On construit la maison à partir de zéro. Chaque repas équilibré, chaque routine, c'est du ciment que l'on coule pour que son cerveau soit assez reposé et disponible pour apprendre à l'école, chez les thérapeutes. Notre travail sur le corps est le prérequis qui rend les thérapies enfin efficaces. Pour un adolescent ou un adulte, notre rôle change. La maison est déjà construite, mais sur le marécage. Nous devenons des consultants experts en rénovation. Notre première mission est la même, réparer les fondations. Mais l'objectif est différent. On ne vise plus l'apprentissage de la propreté. On vise la capacité à maintenir un emploi, à gérer un budget, à vivre seul. Notre rôle est de devenir une formatrice, de lui transmettre la connaissance pour qu'il devienne son propre architecte. C'est le passage de je fais pour toi à je fais avec toi pour que tu saches faire sans moi. Alors nous arrivons au terme de cette conversation. Et quel est le but final de tout ça? C'est quoi ce mot magnifique, l'autonomie? Et je vais être très claire ici. L'autonomie n'est pas une liste de compétences à cocher. Essayer de faire rentrer chaque personne autiste dans le même moule de réussite, l'appartement, le travail, est une erreur d'une grande violence. L'autonomie, c'est l'augmentation de la qualité de vie et du pouvoir d'agir de la personne, quel que soit son point de départ. C'est de l'aider à atteindre sa meilleure version d'elle-même. Redéfinissons ensemble ce qu'est une victoire. Pour un enfant avec de très grands besoins de soutien, l'autonomie, c'est la capacité à communiquer un oui ou un non et d'être enfin compris. C'est une immense conquête de liberté. Pour un autre, c'est de pouvoir tolérer l'habillage sans que son corps ne se sente agressé. C'est une immense conquête de paix. Pour un adolescent, c'est de pouvoir participer à un repas de famille pendant 15 minutes sans fuir. C'est une immense conquête sociale. L'autonomie, c'est la réduction de la souffrance et l'augmentation de la disponibilité au monde. Et c'est là que notre travail sur le corps prend tout son sens universel. En apaisant le feu intérieur, nous promettons de donner à chaque enfant, quel que soit son niveau de fonctionnement, les meilleures fondations possibles pour progresser sur son propre chemin. Un corps apaisé, c'est la porte d'entrée vers la prochaine étape, quelle qu'elle soit. Les débordements, les caprices ne sont pas des fatalités. Ce sont des signaux qui nous disent que le chantier de sa propre autonomie est à l'arrêt. Écoutons-les et retournons aux fondations. Votre enfant n'est pas un problème à gérer. C'est un projet de vie magnifique à construire et vous en êtes le principal architecte pour l'aider à bâtir, pas à pas, sa propre version du bonheur et de la liberté. Et il n'y a pas dans toute une vie de plus beau projet. Prenez grand soin de vous.